Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de robotique terrestre avec des perspectives tactiques. Un robot Uran 9 russe, jusqu'ici, la robotique militaire ne s'est pas encore avérée décisive, mais l'expérience s'accumule. Certaines déclarations sur l'impact futur de la robotique au combat suggèrent qu'elle pourrait rendre incongrue la présence de l'homme au contact. Au contraire, l'auteur considère que l'homme continuera à avoir toute sa place au combat. Même si tous les moyens n'existent pas encore, le défi consiste à penser les transformations de l'action terrestre et l'articulation des hommes et des machines pour en tirer profit. Sous ce vocable de robot, l'usage regroupe tant des engins téléopérés que des outils forts d'une certaine autonomie. L'étymologie du tchèque robota signifie travail ou corvée et dérive du russe rab, esclave. Peter W. Singer donne une définition plus précise. Un robot est doté de la capacité à percevoir et à interpréter son environnement, to think, et d'agir pour le modifier, to act. L'association au profit de l'engagement terrestre de robots évoluant au sol et près du sol lui semble également incontournable. En revanche, s'il décrit aussi les effets attendus des robots, il n'évoque pas comment leur action pourrait devenir décisive. Cette lacune peut être liée à un manque de culture tactique, se retrouve fréquemment. Pourtant, un consensus émerge sur l'importance future de la robotique dans le combat terrestre. En dépit de réserves nombreuses, les moyens robotiques vont profondément modifier le champ de bataille terrestre d'ici à 2050. En décembre 2019, selon maxpark.com, la côte 754.5 située en Syrie à 30 km de Latakia a été reprise à Daesh. À cette occasion, les Russes auraient mis en œuvre 6 robots plateforme M, 4 robots Argo et des robots d'observation, drones, tous téléopérés, pour éliminer les points forts adverses avant l'intervention de l'infanterie syrienne. Bien qu'elle soit mise en doute, cette information a néanmoins été considérée comme crédible par certains chercheurs et illustre les avantages que l'on attend de la robotique dans le combat terrestre. Moindre exposition des troupes, connaissance de l'environnement tactique, délestage de certaines tâches. On considère que leur mise en œuvre redéfinira le champ de bataille, même si toutes les techniques requises n'existent pas encore. Certaines comparaisons tendent à rapprocher les pertes subies pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans les conflits plus récents. Mais hors Ukraine, ceux-ci commencent à dater et depuis, les moyens ont fait un bond important. On estime donc généralement que le champ de bataille est de plus en plus létal, la portée aussi, bien que la précision ont largement augmenté. S'il fallait en 1944 environ 108 avions pour détruire une cible, en 2001, ce sont 4,7 cibles qui sont détruites par vol. La méconnaissance des moyens de reconnaissance adverse qui ont radicalement évolué conduit aussi à des conséquences immédiates. Le 11 juillet 2014, une colonne mécanisée ukrainienne, repérée par des drones, a été frappée par artillerie près de Zelenotpila. En 3 minutes, un bataillon a été neutralisé. D'autres exemples abondent depuis le 24 février 2022 et pointent vers un nouveau dilemme de feu, alors que l'obtention d'un rapport de force favorable est de plus en plus compliquée. Il indique que lorsque cette méconnaissance des capacités de détection est combinée avec une mauvaise compréhension de la situation tactique, les effets peuvent être dévastateurs. L'existence d'une boucle reconnaissance frappe optimale est à présent une réalité qui menace la manœuvre. La multiplication des moyens robotiques liés au progrès de l'intelligence artificielle est ainsi considérée comme une possible future parade. Mais Sony a perdu. Le robot du long métrage d'Alex Proya avait acquis une forme de conscience propre, tuant son concepteur à la demande de ce dernier. En dépit de ses bonnes intentions, il a été mis à l'écart. C'est aussi le cas des Salah
écartés des arsenaux de certaines nations, dont la France. Outre de graves préoccupations éthiques, l'inconnu que représente l'intelligence artificielle et la méfiance vis-à-vis des réactions indésirables de ces machines ont amené plus d'un millier de signataires éminents, parmi lesquels Stephen Hawking et Elon Musk, à prendre position en juillet 2015 contre de tels développements. Or, c'est justement leur autonomie qui constitue l'un des intérêts majeurs des robots au combat. C'est pourquoi la notion plus respective de SALIA a été validée en France le 24 avril 2021 par le Comité d'éthique de la défense. Des robots et des doutes. La première limite tient à l'énergie et aux batteries. Alors qu'il s'agit de pouvoir exploiter les capacités du robot à durer plus longtemps que l'homme, d'autre part, leur mobilité est encore trop faible. Lors de tests menés au Sanzub en 2019, aucun robot ne parvenait à suivre le rythme de la manœuvre terrestre. Les limites de l'intelligence artificielle sont également concernées. Elle n'est pas encore pleinement adaptée à l'hétérogénéité du milieu terrestre. Par exemple, elle distingue mal une branche d'une mare métallique. Et finalement, le fonctionnement nominal des systèmes ne va pas de soi. Cette complexité pose d'autres problèmes, entrevus par l'armée russe en Syrie. Outre des performances a priori décevantes, ces robots se sont révélés lourds à soutenir. La multiplication des robots pose donc aussi la question de la maintenance, dont les contraintes et les coûts risquent d'exploser, et surtout seront encore majorés par le besoin de spécialistes formés. Or, la fonction maintenance étant taillée au plus juste, elle ne pourra absorber l'arrivée d'un nombre significatif de robots terrestres sans une importante réorganisation. Enfin, l'intelligence artificielle demeurera insuffisante pour remporter une guerre. Elle ne saisira probablement jamais le cadre de l'action. La question de la légitimité stratégique d'un succès obtenu grâce aux robots se posera. L'adversaire acceptera-t-il sa défaite ? On a même pu envisager que l'emploi des robots dans le cadre de certaines missions puisse s'avérer contre-productif. Par exemple, pour des raisons culturelles, alors que la baisse des pertes amies obtenues grâce aux robots pourrait conduire à prolonger les guerres, c'est donc plutôt au niveau tactique que leur efficacité est à rechercher. Ils n'ont pas faim et ils n'ont pas peur. L'introduction massive des robots aura pour première conséquence de modifier profondément la masse, le temps, le rythme et l'espace. La masse changera d'aspect. Renversement d'une tendance lourde, la masse autorisée par la mise en réseau de milliers de robots et la production de séries importantes, mais peut être construite rapidement pour des durées de vie très faibles, va devenir un facteur de supériorité au combat. Elle améliorera la résilience des forces capables d'encaisser les chocs et poursuivre le combat. On assistera également à l'apparition de séquences de combat plus longues, voire à une permanence du combat, obtenue par l'endurance plus importante des moyens robotisés par rapport aux hommes. La vitesse d'exécution des robots va aussi changer le rythme de l'action. Les robots raccourcissent en effet la boucle observation, orientation, décision, action, jusqu'à atteindre une vitesse que ne pourraient soutenir les humains. Le tempo du combat sera plus rapide, nécessitant un renforcement probable de la fonction manœuvre future des états-majors. La fonction conduite, exploitant les opportunités offertes, devra aussi borner l'action pour éviter un développement du combat en dehors de l'intention du chef. Enfin, la robotisation va étendre l'espace de la bataille. Les capacités des robots permettront des opérations continues sur les arrières ennemis et dans des zones jusque-là relativement préservées. Après création de couloirs à travers des dispositifs de défense localement saturés. D'autre part, la profondeur tactique va s'étendre. Une expérimentation du Maneuver Battle Lab de l'US Army montre qu'une unité d'infanterie débarquée dotée de robots identifie son ennemi et l'engage dès 5000 mètres au lieu de 500 avant. Les unités vont donc sans doute se disperser davantage pour offrir moins de prises. D'un autre côté, les robots pourraient
rééquilibrer le combat terrestre. D'autres nations, que les plus grandes, en seront dotées, et un moindre niveau technologique ne signifiera pas une moindre efficacité. Une simulation de l'université d'Alabama sur la bataille de 73 Hastings montre ce caractère égalisateur. Le 26 février 1991, ce combat a opposé la Second Armored Cavalry Regiment américain aux 18e et 9e brigades irakiennes surprises par l'assaut. Cela représente environ 4000 GIs contre 6000 Irakiens et un nombre de blindés équivalent dans chaque camp, pour la perte d'un tué et d'un Bradley contre 600 hommes et 155 véhicules pour les Irakiens. Les simulations montrent que même si les Irakiens avaient disposé d'un écran de robot pour les avertir, les pertes seraient restées sensiblement identiques. Les Américains, grâce à la vision thermique, pouvaient engager leur adversaire à 1600 mètres contre 800 pour les Irakiens. Mais sans cet avantage et tout en tenant compte des autres variables, entraînement, blindage, les pertes s'équilibrent. Les auteurs estiment même que le résultat tactique aurait pu être différent. Les hommes ne seront pas absents de ce champ de bataille robotisé, mais leur place pourrait toutefois évoluer. Au contact, plutôt que d'être l'arme des 100 derniers mètres, le fantassin pourrait devenir celui des 10 premiers, le reste étant contrôlé par des robots. Ceux-ci étant plus nombreux, leur pilotage individuel deviendra impossible. En effet, contrairement à une idée reçue, il faut au moins 2 combattants pour contrôler un robot, le pilote lui-même et celui qui protège le pilote concentré sur son écran. À mesure que le nombre de robots augmentera, l'intelligence artificielle prendra toute son importance. Et plutôt que de contrôler des matériels, il s'agira que les membres d'une unité robotisée de recevoir et de commander une mission qui leur soit propre. L'intention du chef et l'initiative laissée seront déterminantes. Alors, quelles sont les conséquences tactiques ? Des unités complètement robotisées et des unités mixtes coexisteront. Les capacités des unités mixtes seront multipliées. Elles pourront prendre à leur charge des missions jusqu'à là dévolues au niveau supérieur. L'expérimentation de l'US Army mentionnée plus haut supposait que l'attaquant robotisé était constitué d'une section de 40 combattants opposés à une compagnie de 120 fantassins, soit un raffort de 1-3 au lieu des 3-1 prescrits. Elle conclut à une multiplication par 10 du potentiel de combat de l'unité robotisée. Des sections entièrement robotisées pourraient ensuite apparaître, dans la logique ou dans les compagnies d'appui de la mêlée. À terme, ces unités pourraient être d'un volume plus important, compagnie ou bataillon. Elles se verraient confier des missions traditionnelles, flancs gardés, fixés, et d'autres créées par exemple pour elles percer, masquer, leurrer. Point capital, si les grands schémas tactiques ne seront pas modifiés, de nouvelles perspectives s'ouvriront néanmoins. L'exemple du logiciel d'échecs Alpha 0 est intéressant. Lors d'une partie contre le logiciel Scotfish, il a sacrifié un fou dans un mouvement que les observateurs n'ont pas saisi. Ce coup n'avait qu'une chance sur 10 000 d'être joué, mais il lui a permis ultérieurement de gagner la partie. La multiplication des robots peut donc permettre de surprendre plus souvent. Pour que l'emploi des robots terrestres soit tactiquement décisif, leur conception d'emploi combattant n'est donc pas à se confondre avec la mise en œuvre d'une super-artillerie. Le colonel Ardent du Pic remarquait que les armes étant pareilles de part et d'autre, la seule manière de mettre la chance de son côté, c'est de surprendre. Les robots doivent donc s'attaquer à l'intention de l'ennemi, qu'il s'agit de contraindre, de chercher la surprise, et le combat restera un affrontement d'hommes, et c'est eux qu'il faut vaincre. L'engagement robotique doit cibler leurs faiblesses. Pour ce faire, les robots doivent permettre d'obtenir une dislocation du dispositif ennemi. Il s'agit de lui interdire toute résilience
et de l'amener à culminer très vite en saturant ses moyens. L'apparition d'essaims de drones consommables pourrait conduire à la boucle reconnaissance frappe qui met en œuvre en réseau les capteurs, les effecteurs, les décideurs à l'essaim reconnaissance frappe, incluant ces trois fonctions dans un espace-temps donné. Ils permettront la pénétration d'espaces protégés et l'attaque d'objectifs inattendus à un rythme soutenu, avec la possibilité de bascule d'efforts quasi instantanés, par exemple par le lancement d'essaims de drones ou de robots par roquette, comme le Locust testé par l'US Navy. La surprise initiale peut être exploitée pour basculer l'adversaire sans lui laisser le temps de mener un cycle décisionnel à terme, en employant la capacité de création de nouveaux microfronts dans la profondeur, de façon continue. La préservation dans la durée de l'élan de l'action peut être considérée comme un vrai game changer tactique. Et maintenant, en 1914, il a fallu 17 jours à la France pour mobiliser, habiller, armer et acheminer vers leurs unités 3 millions d'hommes et concentrer ces unités selon le dispositif fixé par le plan 17. Mais la mobilisation ne relevait pas de l'improvisation. Une profonde réflexion avait été menée qui l'incluait dans les premières manœuvres. 16 plans avaient été élaborés entre 1875 et 1914. Le plan 17 date de 1913. Pour exploiter les avancées de la robotique, un certain nombre d'actions peuvent être entreprises dès maintenant. La guerre du Kippour a révélé la menace du missile anti-char. Les embuscades égyptiennes, faites d'essaims de missiles et de roquettes, ont surpris les Israéliens. Pourtant, le colonel Goya souligne que le corps au but ne sont intervenus qu'au début du conflit. Les Israéliens se sont donc très vite adaptés. Il en sera de même avec les robots. De nouvelles parades, peut-être un simple grillage de poulailler ou du concertina, seront rapidement improvisées. D'autres plus évoluées verront aussi le jour, peut-être sous la forme des NNMEMP, et des tactiques de contre-essaim seront également élaborées et perfectionnées. Cela appelle deux conclusions. D'une part, seul le robot ne suffit pas pour emporter la décision. D'autre part, il ne doit pas être considéré comme une réponse parée de toutes les vertus. Loin de l'application de schémas habituels, une vraie robotique de combat, pour conserver son intérêt, doit appeler à la conception continue des modes d'action originaux. Les unités robotisées bénéficieront de l'intérêt des candidats pour servir dans ce type de spécialité. Il existe déjà un véritable intérêt des candidats à l'engagement pour les drones. Il devrait être possible de s'appuyer dessus par le développement de spécialités propres. Elles pourraient aboutir à la création de postes spécifiques, comme le Squad Operator des Marines américains, qui est chargé de la mise en œuvre du ou des drones et robots du groupe. La formation de ces spécialistes ne prendra pas forcément beaucoup de temps. La supervision des moyens robotiques peut en effet être rapprochée de l'expérience de certains jeux vidéo. Le pilotage sur une console est comparable à une simulation de vol ou de conduite et le commandement d'une mission robotisée ressemblerait à certains jeux de guerre. L'apprentissage favorisé par la dualité entre les technologies civiles et militaires sera suffisamment rapide pour autoriser une montée en puissance aisée des effectifs. La production de la masse de drones et de robots, en revanche, sera beaucoup plus longue. Elle peut être accélérée si le choix est fait de robotiser des plateformes existantes. Cela présente un intérêt d'utiliser des plateformes connues et de faciliter le soutien. Dans le domaine aérien, cette technique a remporté un certain succès lorsque les Azerbaïdjanais ou les Azéris ont lancé cette défense antiaérienne arménienne avec des Antonov 2 robotisés qui ont permis de démasquer les batteries adverses. Cette idée peut être appliquée en milieu terrestre. L'armée australienne a commandé 20 M113 robotisés qui ont été livrés en novembre 2021. Ces démonstrateurs
ont pris 2 ans à être développés et présentent un mode d'autonomie complète. Des études avaient déjà été menées par l'US Army en 2009 qui concluaient qu'il fallait compter 70 000 $ pour robotiser un HMMWV. Alors, Guderian aurait aimé. En effet, le 10 mai 1940, 10% seulement de la Wehrmacht sont blindés. Ces 10% ont remporté un succès d'emploi, mais ils n'étaient pas seuls. Ils formaient un binôme avec les Stuka et les percées étaient exploités par les divisions d'infanterie. Un parallèle pourrait être établi avec les robots. En eux-mêmes, ils ne sauraient décider du succès tactique, mais même en nombre réduit, ils peuvent obtenir des effets décuplés. Néanmoins, ils ne doivent pas être employés uniquement à réduire le potentiel ennemi. Leur utilisation raisonnée doit permettre d'obtenir la surprise et d'empêcher le chef adverse de réaliser son intention. Cela se prépare dès maintenant et le déploiement des robots appelle toutefois une remarque. En effet, dans l'hypothèse d'un engagement majeur, si la surprise n'est pas atteinte d'emblée sur le terrain, les combats risquent de dégénérer en une attrition de machines. Or, il n'est pas certain que leur régénération soit garantie. Dans ce cas, la meilleure arme deviendra le soldat bien formé. Quel que soit le niveau, l'emploi des robots doit être pensé pour conserver à l'homme toute sa place au cœur du conflit. J'espère que cette petite vidéo avec mes réflexions sur la guerre du futur avec l'usage des robots vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.